c'est vraiment de la merde, j'y peux rien. Je redémarre. Vraiment désolé pour ces coupures à répétition, j'y peux rien, c'est vraiment naze, je le sais, mais ça dépend pas de moi. Donc si ça continue comme ça, demain je mettrai un autre média, il y a Ustream qui propose la même chose. Donc juste dites-moi si c'est ok là et puis je continue. Donc de toute façon on n'a pas grand chose à dire sur euro-dollar, on continue à prendre de la fois à droite à gauche. Je sais pas qu'est-ce que vous avez loupé, mais je dis simplement que le marché US avait ouvert. Pour l'instant il n'y a pas de vraie orientation, il fallait se méfier des premières minutes de cotation. On a vu une hausse, on est sur de l'hésitation actuellement. Merci Féfé. Donc on va continuer à aller chercher ça. On va aller du côté de BFM Business. En attendant une sortie par le haut ou par le bas du triangle court terme dans lequel on est. Dans le domaine, Shell qui est prêt d'ailleurs à financer cette opération annoncée sur ses fonds propres du côté de la cible. Le conseil d'administration approuve cette offre. L'action COF qui est cotée à Londres bondit de près de 20% depuis ce matin. La Grèce n'est plus qu'à un cran du défaut. Au lendemain de l'accord européen, Fitch abaisse la note d'Athènes de 2 crans. La décision qui intervient alors que le gouvernement a revu sa prévision de déficit à la hausse. Il table désormais sur 6,7% du PIB cette année contre 5,4% auparavant. La Commission européenne a mis ses menaces à exécution. Elle propose de geler près de 500 millions d'euros de fonds pour la Hongrie à partir de l'an prochain. Bruxelles accuse Budapest de ne pas faire suffisamment d'efforts pour réduire son déficit. Le risque de récession se confirme en zone euro. On en a un nouveau signe aujourd'hui. L'activité du secteur privé s'est contractée de manière inattendue en février. Le recul est tout de même moins marqué en France grâce à un rebond de l'industrie manufacturière. Et puis, un mois et demi après l'arrivée de Free Mobile sur le marché, Orange a fait ses comptes. L'opérateur annonce avoir perdu plus de 200 000 abonnés, ce qui représente moins de 1% de son parc mobile. BFM Business, il est 15h38. BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse. Merci d'être avec nous sur BFM Business, Intégral Bourse jusqu'à 18h avec à la une ce deal potentiel entre PSA et General Motors. Potentiel, des discussions sont bien en cours, mais rien n'a encore été arrêté. On parle d'une alliance, d'un partenariat stratégique poussé. Question bien sûr, savoir si il y aura des échanges capitalistiques entre les deux groupes, PSA. La famille Peugeot sera-t-elle prête à lâcher du lest de ce côté-là? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, le marché achète ces discussions qui ont été confirmées entre les deux groupes par le ministre du Travail, Xavier Bertrand. Peugeot gagne plus de 11% cet après-midi. On est monté à plus de 17% en séance. Dans son sillage, la holding financière de la famille Peugeot, bien sûr, FFP, cotée sur les SRD, gagne plus de 7%. Et puis on notera à Wall Street que le titre General Motors, lui, est à l'équilibre aux alentours de $27. Le facteur géopolitique, vous le savez, influe souvent sur les marchés financiers et d'abord sur les matières premières. Eh bien, on a toujours beaucoup de tensions au Moyen-Orient, ce qui fait qu'on reste au taquet sur les cours du pétrole. $122 pour le Brent de Londres et pratiquement 106 désormais, 105,96 pour le WTI à New York. Et puis nouvelle salve de résultats en Europe. Aux États-Unis, on a eu Dell hier soir. Le titre s'effondre actuellement de 6% à $17 environ en Europe et à Paris. On achète les résultats de Schneider Electric, un solide pour 2011. Le titre prend 6%. On achète Accor également après sa publication, plus 3%. Ou encore France Télécom, même si le parcours du titre est très compliqué. France Télécom qui commence à préparer les esprits à une baisse de son dividende pour 2012. Pas de rachat d'actions non plus pour France Télécom malgré les cessions engagées. Tout cela était peut-être déjà anticipé par le marché. Le titre prend 2% cet après-midi. Et puis un titre malmené aujourd'hui mais qui signe un très beau parcours ces derniers mois. C'est le titre Latécoère dans l'aéronautique, équipementier toulousain. Latécoère qui raconte désormais une nouvelle histoire au marché. Après ses difficultés connues il y a 2 ans, le groupe s'est recentré sur ses fondamentaux, a signé un accord avec ses banques pour refinancer sa dette et repart donc avec un nouvel élan. On sera avec le président du conseil de surveillance de Latécoère dans 5 minutes, Pierre Ganonex, qui sera notre invité. 4h moins 20, avant cela, Grégoire, on prend la direction d'AXA IM, retrouver Raphaël Gaillardeau, on parle macroéconomie et crise en Europe.
15h, 18h, Intégral Bourse. L'émission 100% Bourse. Grégoire Favet, Sébastien Poinon sur BFM Business. C'est Raphaël Gaillardeau, responsable de la recherche macro chez AXA IM, qui est avec nous comme chaque mercredi. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bon, votre sentiment sur le règlement du cas grec. Pour combien de temps est-ce qu'on est tranquille désormais avec ce sujet grec, Raphaël? Alors, le règlement du cas grec, ça a été finalement d'essayer de combler les trous dans la liquidité de l'État grec. Donc on règle une crise de liquidité, mais on ne touche pas à l'insolvabilité chronique du pays, malheureusement. Donc je pense qu'on a acheté du temps pour au moins 3 mois, puisque de toute façon il y aura ce fameux compte séquestre où la Commission bloquera les fonds pour le service de la dette à 3 mois. Donc je pense qu'on a acheté au moins 3 mois de répit, voire un petit peu plus. Mais au final, on pense que le dénouement sera le même. Ce sera un rejet de l'austérité budgétaire imposée de l'extérieur par le peuple grec. Lors des élections d'avril, si elles sont maintenues. Pas forcément lors des élections d'avril. Ça peut être dans 6 mois comme dans 9 mois. Il suffira qu'il y ait vraiment un ras-le-bol qui s'exprime dans la rue, qui amène à avoir du sang dans la rue, exactement comme ça a été le cas en Argentine, ce qui a mené finalement le gouvernement à jeter l'éponge. Donc je pense que malheureusement on reste dans cette situation. Parce qu'aujourd'hui, Raphaël, on n'a toujours aucune perspective de croissance à offrir au peuple grec. Il y avait un rapport d'experts de l'Union européenne, alors pas le rapport de la Troïka, mais un rapport d'experts de l'UE qui prédisait un retour à la croissance en 2014. Hier, on était en ligne avec une eurodéputée grecque socialiste, membre du PASOK, et c'est vrai qu'elle nous disait il faut qu'on parle de croissance désormais, mais on a du mal à savoir concrètement où est-ce qu'on va trouver cette croissance pour la Grèce. Oui, puis même si quand vous regardez l'exercice de soutenabilité de dette publique qui a été réalisé par la Troïka, ouais. On a l'impression qu'ils veulent se convaincre eux-mêmes de quelque chose, mais dans les chiffres, on dit aux Grecs, continuez à faire de l'austérité à ce rythme-là, même avec un retour de la croissance qui est très hypothétique, selon moi, on leur dit, dans 8 ans, vous aurez un niveau de dette à 120,5% du PIB, ça veut dire qu'il vous faudra 20 ans de plus pour arriver à une dette acceptable au sens de Maastricht. C'est complètement inimaginable. Donc même si on a réduit le taux d'intérêt très fortement sur cette dette-là, je pense qu'on n'a pas touché à la question de l'insolvabilité. Tout ce qu'on a fait, c'est grosso modo, on a forcé le secteur privé à prendre ses pertes. Parce qu'effectivement, là, le secteur privé n'a plus grand-chose à perdre, puisque maintenant... On a mis à l'écart le secteur privé, c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On les a fait payer très cher aujourd'hui, oui. Et le secteur officiel va prendre la relève derrière. Et le risque, c'est qu'in fine, après l'échange de dette, quand le défaut surviendra, le défaut, il se fera sur une dette qui est due aux contribuables européens. Donc le risque, c'est pas tant qu'il y ait de la contagion, parce que le secteur privé, finalement, il n'aura plus qu'une exposition très limitée, donc les pertes sur le secteur privé seront limitées. Par contre, c'est le risque politique, c'est-à-dire comment les opinions en Hollande, en Allemagne, en Finlande vont réagir en voyant que tout cet argent qu'on a prêté à la Grèce, finalement, soi-disant que ce serait pas un bail-out, que ce serait pas des pertes, finalement, non, rien ne sera remboursé. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'on risque d'avoir vraiment des remous politiques très importants. Pas de contagion, effectivement, en tout cas pas de risque systémique sur le cas grec. Il y a quand même d'autres cas à traiter. L'Italie, on voit un petit peu de pression d'ailleurs sur le BTP italien cet après-midi, sur la dette à 5,5 sur le 10 ans, l'Espagne et surtout le Portugal, oui. Dont les actions, les obligations surtout se sont envolées depuis quelques mois. On vient de ratifier chez les députés français hier le pare-feu, le MES, mécanisme européen de sauvetage, en cas effectivement de nouvelles crises. On a raison d'avancer. Est-ce que ça va dans le bon sens tout cela? Oui, ça va dans le bon sens parce que le Portugal, les pays qu'on devra sauver en cas de défaut de la Grèce, c'est des petits pays à court terme. Ce sera Chypre et le Portugal. Malheureusement, Chypre, c'est une petite économie, mais qui est exposée. 30% de ses marchés à l'exportation, c'est la Grèce. Il y a une interconnexion avec les banques grecques qui est très forte. Donc, Chypre devra être sauvé et on a les moyens de le faire. Le Portugal, c'est la même chose, sauf qu'il faudra renégocier son plan d'aide qui prévoit que le Portugal revienne sur le marché en 2013, ce qui me paraît peu crédible. Mais surtout, on a également les moyens avec ce qui reste dans le FESF pour refaire un plan de sauvetage du Portugal. Après, la grande question, c'est si la contagion s'attaque de nouveau de façon très violente à l'Espagne et l'Italie, est-ce que les pare-feux actuels
tiendront le coup? La réponse c'est que pour l'instant non, parce que on a toujours capé le mécanisme européen de stabilité à 500 milliards d'euros, mais il est question que finalement on monte la taille du pare-feu à 750 milliards. Si on rajoute à ça une implication potentielle d'un FMI recapitalisé de l'ordre de 300 milliards, plus la BCE qui pourra intervenir en termes de liquidité, je pense qu'on dépasse quand même largement le trillion d'euros. Donc je pense que on se rapproche quand même petit à petit d'une solution suffisamment dimensionnée pour faire face à la contagion à l'Espagne et l'Italie à court terme. Bon, est-ce que tout ça crée un environnement favorable pour les marchés actions et les actifs risqués en général, Raphaël, pour conclure, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets d'inquiétude qui sont en train de monter, qui pourraient contrebalancer un peu tout ça, et je pense notamment au pétrole? Alors effectivement, je pense que on met de côté l'épée de Damoclès grec pour quelques mois. C'est une très bonne chose et ça permet effectivement, à mon avis, d'avoir un rebond sur les actifs européens. Quand on regarde effectivement ailleurs dans le monde, on voit que la croissance reste solide et les marchés sont dopés à la liquidité banque centrale, que ce soit au Japon, au Royaume-Uni, aux États-Unis et quelque part aussi en zone euro avec les LTRO. Donc tout ça est un environnement qui est favorable. Maintenant, effectivement, il faut surveiller de près ce qui se passe sur le pétrole. Pour nous, jusqu'à présent, la hausse du pétrole ne montre pas en fait la formation d'une prime géopolitique exorbitante. Pour l'instant, nous on l'évalue à peu près 5 dollars le baril. La prime géopolitique, c'est pas énorme, mais malheureusement, il y a un niveau d'incertitude qui est très élevé ici, et on voit notamment que la volatilité sur les options pétrolières remonte. Ça veut dire que le marché commence à se couvrir là-dessus. Et il faut voir la grande beurre du marché, c'est qu'on revive finalement le début de 2011 où la hausse des prix du pétrole avait quand même provoqué une forte remontée du taux d'épargne aux États-Unis. Et aux États-Unis, le marché est quand même, on n'a jamais vu, tous les stratégistes, les 20 meilleurs stratégistes américains sont tous positifs sur le marché américain. Donc c'est peut-être un signe aussi qu'on est déjà allé trop loin. Merci Raphaël, merci pour tous ces éclairages, Raphaël Gaillardeau. Voilà donc le point très intéressant, fondamental par cet analyste, je ne sais plus quelle banque, mais qui parlait au micro de BFM. Sur le pétrole, qui doit être un des actifs intéressants aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. On a du mouvement, notamment eu de la hausse à l'ouverture ce matin. On est à 104,70$ au niveau du WTI. Donc une progression et une poursuite du mouvement haussier. Sur fond d'inquiétude par rapport à l'Iran toujours, qui je crois concerne 5% de l'exportation de pétrole mondial, je crois, l'Iran. Donc on a logiquement une hausse. Des actifs, mais finalement même aujourd'hui ça bouge pas des masses. Alors je dis aujourd'hui, c'était hier que ça avait ouvert en hausse. Aujourd'hui pour le moment il y a peu de mouvement. Donc décidément aujourd'hui c'est une journée quand même très calme avec peu de choses à faire. Les autres actifs, donc l'or, ça bouge un peu plus, mais c'est calme quand même, mais ça bouge plus qu'on va dire que sur l'euro-dollar ou les autres actifs qu'on a regardés. Euro, livre sterling. Ah, on a du mouvement sur l'euro, livre sterling. On a des beaux mouvements même, avec une grosse bougie haussière ce jour. Donc il y avait sans doute plus de choses à faire de ce côté-là. L'essentiel du mouvement s'est quand même se passer ce matin à 10h30, mais même cet après-midi on a quand même eu des beaux mouvements, et donc peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Alors je vais peut-être moi vendre l'euro face à la livre sterling, dans le cas de mon compte Rwanda, ce serait contre la dynamique de fond. Alors pourquoi cette hausse? Alors je vais jeter un coup d'œil au câble. On a une livre qui a beaucoup souffert aujourd'hui. Je vais demander s'il y en a qui ont des idées. Il y en a qui ont des idées sur la raison de la forte baisse de la livre sterling aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé et amené cette baisse? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles particulières? Alors je vais aller regarder du côté des nouvelles d'ordre macroéconomique. Alors, du côté des nouvelles d'ordre macroéconomique, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui? On a eu des nouvelles par rapport à l'économie britannique, non. Par rapport à l'euro, oui. Je suis très étonné. On a eu le MPC-PV de la Réunion, c'était ce matin à 10h30. Et c'est ce qui a amené la plus grande partie du mouvement quand on avait regardé à court terme. Alors que là, je trouve ma plateforme. À court terme, voilà, l'essentiel du mouvement s'était observé
ce matin. Donc oui, en effet, c'est bien ça qui a amené le mouvement. Alors sur euro livre sterling, je vais prendre... Oula, qu'est-ce que je fous? Une position. Par contre, FXTrade, c'est quand même pas l'idéal hein, comme plateforme. Voilà. C'est quoi ce bordel? Putain, franchement, je suis quand même plus allé sur MT4, mais bon, bref, je vais m'y faire. Et donc, je vais prendre... Alors, je suis positif de 0,44 € sur la journée. Et donc, je vais me prendre une position sur euro livre sterling à la vente, mais une position de faible. Hein. Euro GBP, comme c'est une paire qui a tendance à se retourner en général, je vais prendre allez, 100 unités. Donc, ça fait vraiment un anolo. Donc, à la vente, voilà. Je lance mon ordre actuellement. Voilà. Donc j'ai mon ordre de 50 unités, 100 unités, pardon, ce qui veut dire on a un anolo, voilà, un anolo. Donc sur l'euro-dollar, donc 2 € de marge utilisée. Pardon, pas l'euro-dollar, sur l'euro-livre sterling. Alors par contre j'ai... ça peut être complètement un câble. Bref. Je suis pas vraiment à l'aise avec FX... Cash, non, comment ça s'appelle? FXTrade pour le moment, la plateforme de Honda. Je perds actuellement sur la position quelques centimes, le swap. Et donc là, l'avantage avec des positions aussi faibles, c'est que je peux prendre des points d'entrée multiples avec un stop loss général. Alors mon stop, je vais regarder ça tout de suite sur euro livre sterling. Alors, en M1, on a amorcé déjà un retournement. On a une journée de hausse vraiment franche tout au long de la journée. Si je prends position à la vente maintenant, c'est parce qu'il est 15h52 et que ce qui devait être fait, selon moi, a été fait. Surtout que le mouvement d'impulsion à la base, et il y a une news qui est tombée ce matin, donc elle a dû être digérée. Vu le mouvement de hausse, alors qu'on a habituellement une paire qui est quand même assez peu volatile, on va dire, ça peut être volatile, mais on n'a pas de tendance, on a tendance à toujours retracer et voilà, pas avoir de tendance de fond. Je pense que ça peut être cohérent d'entamer ça, on verra si je me trompe ou pas. Tous mes résultats seront publiés, hein, donc je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé, au pire chaque soir sur le forum, et si je trouve un autre moyen, comme MyFXBook, pour Oanda, je le ferai également. Donc là, si on prend les plus bas, ici en M5, on va se mettre en M15, si on prend les plus bas et les plus hauts marqués récemment, eh ben, on a une grosse marge de retracement potentiel, ne serait-ce qu'un retour vers le 23.6 qui est encore une fois un seuil vraiment raisonnable de retracement, un retour vers les 0.8413, ce serait positif et intéressant et ça amènerait un profit significatif. Alors pas en termes d'euros puisque c'est une position de 100 unités, donc en l'occurrence 100 livres sterling, mais en termes de trading et de pips, ce serait intéressant. Donc on peut l'entrer sur l'euro face au dollar, il s'est fait à 1.3232, on est actuellement à 1.3226, donc 8 pips de profit. Voilà, par rapport à l'euro dollar, qui bouge très peu. Et donc il faut que je commence à regarder à droite à gauche quand j'ai pas de signal sur l'euro dollar, parce qu'aujourd'hui sur l'euro dollar on s'est vraiment fait chier mais grave, absolument aucun mouvement etc, alors qu'il y avait des choses à faire intéressantes sur euro livre sterling ou d'autres produits. Alors sur l'euro dollar, en revanche, ma position elle est de 2000 unités, donc 0,02 lot, donc c'est quelque chose de plus important. Dans les autres paires, on a l'euro yen qui a beaucoup bougé aujourd'hui également, donc là il y a peut-être des choses intéressantes à faire. On pourra jouer le même type de scénario d'ailleurs. Autre paire, forcément l'euro yen à mon avis il y a eu du mouvement, peut-être pas autant. Quand même il y a eu du mouvement, mais c'était pas aussi significatif. L'or, on a vu qu'il n'y avait pas eu plus de mouvement que ça. Sur le CAC, on a eu une baisse, mais il n'y a pas de mouvement majeur. Actuellement, on a une pression vendeuse qui est plutôt bon pour notre position à la vente sur l'euro-dollar, puisque l'euro a tendance à se corréler aux actifs à risque. Donc on verra ce qu'il en est. NZD-USD, on avait des trades qui avaient été passés par plusieurs membres tout à l'heure. Pour le moment, NZD-USD semble... on continue pas le mouvement baissier puisqu'on a du mal à franchir les précédents plus bas, mais on s'agglutine et on crée une zone d'accumulation au niveau de la S2 justement. Et on est bien pris dans une tendance de fond baissière, donc on verra ce qu'il en est. En tout cas, une belle
journée de baisse. Donc dans l'ensemble, il y avait quand même des choses à faire aujourd'hui. Sur l'euro-dollar, c'était vraiment mort. Moi, j'ai l'habitude de me concentrer notamment lors de l'émission sur l'euro-dollar. Il y avait peut-être d'autres choses à faire. En tout cas, j'ai deux positions en cours. Position à la vente sur euro-dollar, position à la vente sur euro face à livre sterling. Dans les deux cas, je vends l'euro. On verra ce qu'il en est. 0,02 pour un compte à 200 €, demande Hermès. Oui, c'est ça. Ça fait donc une position de 10, levier 10 si j'étais en dollars. Là, étant donné que je suis en euros, ça fait une position de levier 7. C'est une position court terme intraday. Je pense pas que ce soit complètement dingue. Après, c'est sûr que si on prenait en termes de pourcentage le même risque avec un compte de 200 000 €, là ce serait peut-être plus choquant, mais là je vois vraiment pas. Je pense pas que ce soit choquant. Alors Hermès, pour te l'indiquer, je vais éventuellement me mettre aux indices également, notamment pour trader les news. Pour ça, il faut que je trouve un bon broker qui permet de trader soit les futurs, soit les CFD. Donc je vais étudier ça, j'ai quelques idées déjà, et oui, je vais me mettre en réel également là-dessus. Alors, donc ça on avait vu. Oui, à propos du GBP, c'est le vote à propos du QE qui a pas plu. Ok, merci Luigi. 2 étaient contre, d'accord. Donc, alors c'était un vote à combien? Parce que tu dis 2 étaient contre. Quantitative easing, donc c'est ce qui va faire tourner la planche à billets, donc ça peut dévaluer la livre sterling bien sûr, mais ça devrait également soutenir les actifs à risque, hein, puisque c'est des politiques de relance comme ce que l'on a aux États-Unis, etc. Donc ça pour du long terme, c'est plutôt censé soutenir du long terme, moyen long terme on va dire, parce que pour le très long terme on ne sait pas ce que ça donnera, ça dépendra de l'issue justement de ces politiques de relance, mais sur plusieurs mois là ça devrait soutenir les actifs à risque, et donc les marchés actions, des choses comme ça, parce que beaucoup de liquidités, on verra ce qu'il en est. Pour l'instant les marchés ne semblent pas convaincus. Ils sont 9 dans le board, ok, merci Luigi pour la pression, donc oui, 2 sur 9 c'est plutôt élevé, mais ça veut dire que le vote est quand même passé, c'est ça Luigi, ou c'est un système de droit de veto? Et donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique quoi? C'est-à-dire que la Grande-Bretagne va faire comme les États-Unis, à peu près, pour synthétiser. Donc ça on avait vu, ça fait un gros risque pour la taille de ton compte, non. Oui, en termes de pourcentage, mais c'est pas fou non plus, je veux dire... tu prends une position en levier 7 avec un stop loss à 20 pips, tu prends ton stop, tu vas perdre sur l'euro-dollar, tu vas perdre quelque chose de l'ordre de 1 dollar, ça fera donc 2 $, donc 1%, donc pardon, ça ferait 4 $, donc 4 $ ça fait 2%, étant donné qu'on est en euros, ça fait de l'ordre de 3%. Oui, c'est élevé, c'est clair que c'est élevé. Après, étant donné que j'ai encore un petit capital, moi personnellement, ça me dérange pas de prendre un risque de 3% avec un capital de 200 €. Après, le capital sera amené à monter, donc je réduirai le risque en termes de pourcentage, mais les positions seront plus cohérentes et plus intéressantes à suivre en termes de profit concret. Oui, c'est passé déjà, ça montre juste que certains sont contre un assouplissement supplémentaire, c'est tout. D'accord Luigi, ok. Merci pour l'explication et la précision en tout cas. NZD, USD, est-ce que tu as une idée de la baisse du jour ou pas de raison particulière? Est-ce que c'est par rapport au mouvement qu'on a sur divers actifs, ou est-ce qu'il y a une raison particulière par rapport à l'économie américaine ou néo-zélandaise? Alors, sur l'euro-dollar, c'est plutôt les vendeurs qui s'en mettent de la pression. Au niveau des acheteurs, on a du mal à rallier la résistance et on rebondit vite en dessous. Au niveau des vendeurs, on a tendance à mettre une certaine pression et à s'agglutiner un peu, donc à venir mettre on va dire une zone d'accumulation juste au-dessus du support. J'indique plutôt, à mon avis, que les vendeurs ont de la force, en tout cas ont un peu plus de force que les acheteurs. Ce qui veut dire que ça peut pas se retourner à tout moment, hein. Il n'y a pas de vraie force pour le moment. Alors, au niveau des MES, c'est justement ce qu'on parlait d'une perte de souveraineté des États européens par rapport justement à des plans de rigueur qui pourraient être demandés d'être appliqués par l'Union européenne si besoin est, notamment comme ce qui s'est passé en Grèce.
Donc c'est ce qu'ils appellent le MES, et a priori ça fait réagir, donc on va écouter les quelques réactions à ce sujet. C'était Olivier Delamarche qui en avait parlé, il y avait également Sapir, Jacques Sapir je crois qui en avait parlé au micro de BFM. On écoute ce qui se dit à ce sujet. Combien de vos collègues savent exactement ce qu'ils ont voté hier, c'est plus que voté, c'est solennel, ce qu'ils ont ratifié hier, ce traité instaurant le mécanisme européen de stabilité. Là, je pose une question, Monsieur Mariton. Est-ce que ce que vous avez voté hier, ce que vous avez ratifié hier, vous amène en fait, en cas de graves difficultés qui toucheraient la France, à laisser de côté justement votre souveraineté et à remettre cette souveraineté entre les mains d'un mécanisme européen de stabilité, d'une banque centrale européenne et d'une commission qui seront, parce que moi j'ai lu le traité dans le détail, juges en dernier ressort du déclenchement des mécanismes d'aide en cas de problème grave. Oui, et c'est bien pour cela qu'il faut poser des questions politiques davantage que nous le faisons aujourd'hui. Moi, mon analyse, je l'assume, c'est que nous sommes sur ces questions dans une logique fédérale. Ouais. Malheureusement, l'exécutif ne veut pas l'assumer et donc le débat ne prend pas toute l'ampleur qu'il devrait prendre. Mais la réalité, c'est qu'on entre dans une logique fédérale, vous avez très bien lu, je redis, accroché à ce que nous avons voté hier, il y a la gouvernance. La gouvernance, elle ne sera pas opérée par le Saint-Esprit, elle sera opérée techniquement par la Commission. Seuls les services de la Commission ont cette compétence. Avouez qu'il est quand même, alors je ne sais pas quel adjectif choisir parce que je ne voudrais surtout pas que ce soit pris de ma part pour un jugement de valeur. Il est invraisemblable d'avoir fait ce pas dans une relative discrétion, sans que l'ensemble de la nation ne soit saisi de ce débat, qui est de dire oui, nous avons fait un pas de plus vers une logique fédérale de l'Union européenne, ou plus exactement de la zone euro, puisque ce mécanisme ne concerne que la zone euro. Je l'ai dit hier dans mon intervention, modestement, mais je crois en effet qu'il y a la matière à ouvrir un débat sur l'évolution de l'Europe dans la campagne présidentielle. Mais la droite ne veut pas plus l'ouvrir que la gauche, c'est ça l'idée. Mais parce qu'aujourd'hui, l'exécutif n'assume pas le pas fédéral. Moi, je tiens absolument à la politique familiale, je tiens absolument à la dissuasion. Et donc, je tiens à être en capacité, demain, de les défendre mordicus. Mais si je veux les défendre efficacement, il faut que j'anticipe sur les mécanismes par lesquels, nécessairement, un jour, la Commission peut venir devant moi et le fédéralisme européen en me disant, non seulement je conteste votre solde global, mais à l'intérieur du solde, j'ai envie de regarder comment vous y parvenez. Mais on ne pouvait pas attendre un peu justement, on comprend bien que l'ensemble de ces questions soient compliquées à poser. Alors on va regarder la suite, c'est très intéressant, simplement un petit mot parce qu'on casse actuellement le support oblique haussier, donc le bas du triangle, pour dire moi je suis déjà vendeur sur l'euro-dollar, mais là, bon là en l'occurrence on l'a un peu dépassé, mais au moment de la cassure du support oblique, donc la partie haute du canal, du triangle, il y avait quelque chose d'intéressant à prendre à la vente. Là actuellement on accélère, soit désormais on attend le pullback pour éventuellement prendre une position à la vente sur pullback, soit on a pris sur cassure des précédents plus bas comme je l'avais indiqué tout à l'heure. Donc moi du coup, c'est bien pour moi, ma position est positive désormais de... putain j'ai vraiment du mal à comprendre ok, je sais pas, en termes de pips ça représente une entrée à 1.3232, donc ça représente 17 pips. Et en profit, je suis à 2,78 € de profit. Je laisse courir, donc cassure du triangle que l'on observe depuis tout à l'heure. Donc prise de position intéressante à la vente sur cassure de ce dernier. Désormais, si on veut trader sur du court terme, c'est un peu tard. Si vous voulez confirmation, c'est un bon point d'entrée. Ceux qui veulent vraiment être très précis peuvent attendre un retour et un retest de l'ancien support qui pourrait jouer désormais un rôle de résistance pour une éventuelle prise de position à la vente. Donc désormais, les vendeurs tentent de prendre en main le marché. On est sur des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Reste à confirmer et à accélérer. Pour ceux qui n'ont pas pu rentrer au moment de la cassure, surveillez maintenant. C'est maintenant qu'on peut avoir un pullback avant éventuellement de repartir. Là, c'est ce qu'on semble amorcer. Qu'on écoute la fin de l'intervention. Dans le cœur d'une campagne présidentielle, on ne pouvait pas attendre pour ratifier ce mécanisme. Attendre l'après-présidentielle, comme on va le faire pour le pacte budgétaire d'ailleurs. Techniquement non, parce qu'il fallait qu'un certain nombre de pas soient accomplis avant le 1er juillet. Or, compte tenu du calendrier, élection présidentielle puis élection législative, le temps de la mise en place de l'Assemblée, nous n'étions pas dans les délais pour ratifier au 1er juillet. Bon, vous étiez ravi de... Alors précisément pour ceux qui attendaient le pullback, il s'effectue actuellement. Alors, je vais juste faire un petit mot, ça bouge un peu sur l'eurodoll. On tente actuellement de casser à la baisse le triangle dans lequel on évolue depuis ce matin, depuis 3 h du matin, heure française. Pression à la vente, on a cassé le support, reste à confirmer, accélérer. Moi je suis déjà vendeur, mais pour ceux qui cherchaient un point d'entrée ou un truc qui bouge, pour moi on a cassé un seuil important, on est sur les 23.6. On pourrait accélérer à la baisse, on va voir ce qu'il en est. Ok.
finir la législature sur un texte fondamental, vous avez quand même fini la législature sur une plaisanterie, monsieur Mariton. Juste un mot, c'est quand même assez dingue que l'Assemblée nationale soit convoquée pour ratifier le programme du candidat Sarkozy. Tout ce que on laisse de côté le MES, le mécanisme européen de stabilité, TVA sociale, taxe sur les transactions financières, droit à construire, tout cela n'entrera en vigueur que si Nicolas Sarkozy est réélu. À quoi ça sert? À quoi ça a servi de le voter hier, Hervé Mariton, si ce n'est justement une simple manifestation politique? Un petit peu dérisoire. Allez, je vais un mot, ce mécanisme européen de stabilité financière, vous le trouvez sur le site de la communauté européenne, de l'Union européenne, ça fait 14 pages, c'est pas très long, et sur le site de BFM Business, j'ai moi-même mis en ligne les quelques extraits les plus importants finalement. Donc allez lire ça, c'est quand même un petit peu de notre destin collectif qui se construit là-dessus. Voilà donc le point sur les MES. Le kiwi est vraiment en train de tout lâcher, disait Hermès. Alors on va jeter un coup d'œil. Ouais, NZD-USD, ça se passe bien. Alexa, toujours sur ton short sur NZD-USD, ça se passe bien? Je te dis ça tout de suite. Ouais, ça se passe bien, ouais. J'ai plus 10 pips en fait. Donc ça fait 20. Ok. Euro-dollar, pullback en place, éventuel pullback, parce qu'on sait pas encore ce qui va se passer, mais en tout cas une configuration de pullback. Ouais, pour info, tout à l'heure tu disais que le GBP-USD il avait bien descendu. Mon avis, je pense pas qu'il va redescendre parce que là il est sur la résistance des 61,8% de l'arc de Fibonacci. Et de toutes les façons, il est sur un support, donc après s'il casse à la baisse, il peut y aller, mais franchement, à mon avis, je pense pas que qu'il va passer. C'est quoi en fait la différence entre l'arc de Fibonacci et les retracements habituels? Je suppose que la suite de Fibonacci, au lieu de l'utiliser avec des intervalles en hauteur, là en fait c'est des angles quoi. C'est donc l'angle 38.2, 50 et bon c'est pas 50 mais 61. En fait il n'y a que le 38.2 et 61.8 dans l'arc. Et si tu as un canal haussier et que en fait il sort de son canal, il rentre dans un range, tu t'aperçois que le range en fait c'est l'arc de Fibonacci et ça respecte plutôt bien. Donc ça sort de l'arc des fois, mais ça le respecte plutôt bien et ça marche pour l'instant. Parce que comme ça me permet de trader les ranges. Je cherchais vraiment quelque chose pour trader les ranges et j'ai essayé ça et je me suis rendu compte que ça marchait plutôt bien. Mais au début du range seulement, parce qu'après ça marche plus. Ok. Alors, euro-dollar c'est un peu ambigu. On tente de réintégrer l'ancien triangle actuellement. Toujours vendeur pour ma part. 1,75€ de profit. Pas grand chose. Ouais. Peut-être voir de ce côté-là, par rapport au Honda. Parce que du coup, j'aimerais bien faire tourner RGB Peking de nuit. Étant donné qu'on a un bon spread chez Honda et que le spread est décisif pour un robot comme RGB Peking de nuit, d'ailleurs sur lequel on a passé la barre des 80%, on va aller regarder tout de suite les résultats de ce dernier. C'est le seul robot long terme pour l'instant qui marche, que j'ai pu tester. C'est pour ça que j'en fais l'écho. Je l'avais testé en réel, j'ai à peu près les mêmes résultats. Il y a quelqu'un sur le forum qui dit qu'il a testé en réel, qu'il a eu des mauvaises prises de position, donc il avait arrêté. Ce qui est décisif, c'est le spread et l'exécution. Là, j'ai été chez Alpari, c'est en démo. J'ai testé en réel chez FXPro, ça s'était bien passé. En tout cas, j'avais quasiment les mêmes résultats qu'en démo. Il n'y avait pas de différence majeure. Donc là, chez Honda, je vais peut-être tester de le faire tourner la nuit. Parce qu'il y a quand même des bons résultats. Et un robot qui fait du 80% sur même pas un an, ça fera bientôt un an, puisqu'on a commencé début mars 2011. Avec un radle maximal qui est de 15,29%. Je pense quand même que c'est intéressant. Donc ça, vous pouvez le suivre dans la partie suivi des résultats sur Vidéo Bourse, dans la partie trading automatique. Et depuis sa création, c'est un robot quand même qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois pour le moment de positif et seulement 2 mois négatifs. Et sur les 2 mois négatifs, c'est moins 0,80% et moins 6,76%. Donc quelque chose toujours de raisonnable, un robot qui prend toujours ses pertes.
et qui a un ratio de position gagnante de 83%. Attention cependant, c'est pas la technique miracle, c'est un robot qui trade... c'est un robot qui trade avec un objectif 4 fois plus... un peu moins, mais environ 4 fois plus petit que le stop loss. Donc ça peut rester risqué. Donc ça on avait vu... Paris UK, démonstration, technique, ok. Le drawdown, donc voilà, on l'a ici, donc il est assez faible dans l'ensemble. Au niveau des profits, voilà, c'est assez constant, même s'il y a des différences. Et donc c'est un robot que je pourrais tester. Alors pour ça, je vais juste regarder ce que donne le spread la nuit sur Honda. Voilà, heure GBP. Et donc là par exemple, alors midi, on passe à minuit, voilà, non le spread est toujours aussi faible, hein, chez Honda on est même à 0,90 souvent la nuit, des fois ça peut monter, voilà, 2 de spread, mais vraiment rien d'incroyable, et un spread très compétitif sur euro, livre sterling, duquel on reproche souvent hein, d'avoir un gros spread et de bloquer en fait des robots qui sont justement qui tradent les signaux de retournement la nuit, étant donné qu'en général il y a de la faible volatilité. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire de ce côté là sur euro livre sterling. En tout cas je vais essayer de soit transférer mon argent vers un compte MT4 ou une partie de mon argent, soit de déposer d'autres fonds pour trader également la nuit avec ce robot. Ça vaut le coup, c'est un test qui a 1 an maintenant, donc il y a vraiment quelque chose à faire a priori. On verra ce qu'il en est. Alors euro, dollar, malgré qu'on ait cassé le support, eh bien, les acheteurs reviennent. On reste dans une zone d'incertitude et c'est une journée assez dure à cerner pour le moment. NZD, USD, on a une petite phase de correction qui se met en place. On évolue dans un canal baissier toujours avec des pots de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. On verra ce qu'il en est. En tout cas, belle phase de correction et un dollar qui se reprend. GBP-USD, on vient tester des précédents plus bas qui avaient été marqués il y a quelques jours maintenant. On est au niveau des 38% de retracement de Fibonacci. La dernière dynamique haussière que l'on observait depuis les plus bas du 13 janvier dernier. Là, les plus bas récents ont été marqués le 14 février à 1,5640. Euro-dollar, vraiment de l'hésitation. Alors sur le chat écrit, on a Pipmaker est mort. Oui, Hermès, Pipmaker est mort, oui. Ça on avait vu, hop, 2 étaient contre, voilà, ça fait un gros risque, sont 9, oui c'est passé déjà, ça montre juste que certains sont contre un assouplissement supplémentaire, ça on avait vu. Pas une news à propos de NZD, ok merci. Alors Hermès qui donnait un lien, on regarde ça. Forex dollar bénéficie du flou grec. Forex Pro, le dollar US a redressé la tête face à la plupart de ses concurrents ce mardi après-midi, l'atmosphère se trouvant obscurcie par le doute concernant la capacité de la Grèce à surmonter l'obstacle de sa dette malgré l'annonce d'un nouveau plan de sauvetage. En seconde partie de séance européenne, l'euro a fléchi devant lui, l'euro-dollar perdant 0,22% pour chuter à 1,3213. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe ont en effet donné leur feu vert à un plan à hauteur de 130 milliards d'euros destiné à ramener la dette de la nation hellène à 120,5% de son produit intérieur brut d'ici 2020. Les créanciers privés ont aussi accepté de voir des obligations qu'ils détenaient subir une dévaluation de 53,5% contre seulement 50% avant la rencontre, ce qui devrait réduire de 107 milliards d'euros le fardeau du pays. Mais les observateurs demeuraient prudents en raison des craintes que les élections législatives grecques devant avoir lieu en avril pourraient entraîner des problèmes de respect des termes du programme. La Troïka, constituée de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne et des Fonds monétaires internationaux, a pour sa part déclaré dans son dernier rapport sur la volatilité de la dette grecque que davantage d'aide pourrait être nécessaire dans le futur. La livre sterling, lui, a également cédé du terrain, le GBP-USD reculant de 0,28% pour glisser à 1,5805. L'étude officielle avait auparavant indiqué que les finances publiques britanniques avaient connu le mois dernier leur surplus le plus important depuis janvier 2008. Le solde des emprunts du secteur public faisant la différence entre les recettes et les dépenses de l'État s'est ainsi élevé à 10,7 milliards de livres sterling surnuméraires pour le mois contre un déficit de 11,1 milliards lors du précédent.
Le yen et le franc suisse ont également subi la pression, le dollar face au yen japonais arrachant 0,07% pour se hisser à 79,68 et le dollar face au franc suisse engrangeant 0,22% pour monter à 0,9136. Des informations émanant des autorités avaient indiqué ce matin que le surplus de la balance commerciale suisse avait diminué en janvier sans crier gare, passant ainsi de 2,01 à 1,55 milliard de CHF et les exportations plongeant de 3,4% au cours du mois. La monnaie des États-Unis a par ailleurs dominé ses cousines canadiennes, australiennes et néo-zélandaises, le dollar face au dollar canadien progressant de 0,27% pour aller vers 0,9963, l'AUD-USD cédant 0,75% pour descendre à 1,0673 et le NZD-USD régressant de 0,61% pour toucher le fond à 0,8348. La réserve bancaire d'Australie avait auparavant rappelé dans le compte-rendu de sa réunion de février sa volonté d'assouplir sa politique au cas où la demande pour les matières premières et les produits de première nécessité devait faiblir de manière notable tout en maintenant ses taux pour le mois. La réserve bancaire de Nouvelle-Zélande a pour sa part annoncé que son inflation attendue était passée à 2,5% pour le premier trimestre contre 2,8% pour le précédent. L'indice dollar, reflétant les performances du billet vert par rapport à un panier constitué de 6 de ses principaux rivaux, a raflé 0,19% pour se situer à 79,25. Les ministres des Finances du bloc euro devaient encore tenir à Bruxelles des pourparlers tout au long de la journée. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Merci pour cette news réalisée et donc par Forexpro. Turladeo qui disait alors salut Turladeo, les couilles vraiment en train de tout lâcher. Web, mais je lâche 0,81. Pipmaker est mort, et ça on l'avait vu. SH qui disait, peux-tu redonner le nom du robot profitable dont tu parlais? Alors oui, SH, il s'agit de RGE Peking. Et tu as pardon, tu as le suivi des résultats de ce dernier dans la partie suivi des résultats sur Vidéo Bourse. Et si tu vas dans la partie du site dédié à ça, aux stratégies trading et au suivi des résultats, tu as un lien pour télécharger gratuitement ce robot. Donc voilà, je vais te mettre le lien si tu veux sur le chat directement, c'est un lien vers le forum. Voilà. Tu as tout ce qu'il faut normalement dans ce post. Et si tu as des questions, n'hésite pas à l'indiquer. RGE Peking, voilà, regarde, il est juste à droite, voilà. Alors pas de gros mouvements, pas de grosses réactions, il est 16h17. On va pas s'éterniser, il n'y a pas grand chose à dire, c'était une journée très molle. Je vais essayer de voir pour publier les résultats de mon compte, pour qu'on puisse continuer à les suivre comme vous le faisiez avec le MyFXbook pour les comptes démo, c'était très pratique. Je vais vous laisser là-dessus, c'était une journée très calme et au niveau trading nul. Pas dans le sens mauvaise, mais dans le sens nul. Je veux dire, j'ai rien fait. Et je me suis concentré sur l'euro-dollar. Il y avait des choses à faire sur d'autres paires. C'est une erreur de ma part. En même temps, je ne peux pas savoir ce qui va bouger, ce qui ne va pas bouger. Ceci dit, je savais qu'il n'y avait pas de nouvelles, etc. Donc j'aurais pu regarder plus de produits. Demain, on verra ce qu'il en est. Alors, si on fait un point sur ce qui attendra demain, au niveau des nouvelles d'ordre macroéconomique, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Demain, jeudi, on ne tradera qu'1 heure. En deuxième partie d'émission, on recevra Nicolas Festower, donc ce sera intéressant. Hein. Analyse technique pour AvaFX, c'est ancien trader en salle de marché pour professionnels, donc pour des hedge funds, etc. Donc ce sera intéressant. Si vous avez des questions, des avis, etc., n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des produits que vous voulez analyser, n'hésitez pas à lui demander son avis. Hein, techniquement, il est très bon, donc il vous répondra sans problème. Demain à 14h30, donc on tradera notamment de 14 à 15h, puisque Nicolas Festower, on recevra à 15h. On aura les revendications du chômage US qui pourraient apporter de la volatilité. On surveillera ça. Après, on aura les demandes d'indemnisation au chômage permanente qui tomberont également. À 15h45, on aura la confiance des consommateurs Bloomberg. À 16h, on aura l'indice Case-Shiller, mais les licenciements massifs. Mais le chiffre important à observer, ce sera bien à 14h30 les revendications du chômage US. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aujourd'hui à 16h, on suivra quand même les ventes de maisons existantes. C'est ce qui a amené le mouvement, pardon, il fallait que je fasse attention. Hein, c'est tombé à 4,57, c'est tombé donc moins bon que les attentes. C'est ce qui a amené une partie de la baisse. Voilà, aujourd'hui, je me suis endormi un peu sur mes lauriers tellement qu'il n'y avait pas de mouvement. Du coup, j'ai même pas fait le point sur cette nouvelle qui était quand même importante. Alors, cette nouvelle, dans un premier temps, a amené les marchés à accélérer à la baisse, ce qui est logique. Hein, au niveau des marchés US, on regarde ici en 1 minute à 16h précise.
On a une accélération baissière sur ces mauvais chiffres, moins bon que les attentes et meilleur que les chiffres précédents par contre, parce que c'était à 4,38 les chiffres précédents. On a corrigé tout de suite derrière, ce qui veut dire que ce ne sera pas un chiffre qui aura un gros impact. La nouvelle est tombée, c'est pas un chiffre majeur, c'est quand même important, mais c'est pas majeur. C'est pas trop loin des attentes, c'est quand même significativement moins bon, mais c'est pas trop loin des attentes. Donc ça n'amène que des bruits de marché, de la petite variation. Ceci dit, ça peut plus porter le mouvement dans l'autre sens que contre nous, puisque je suis vendeur sur l'euro-dollar qui est un actif à risque. Mais c'est ce qui explique donc le mouvement de baisse et la phase de correction derrière. C'est souvent ce que l'on a lors de la publication des news. J'ai pas fait mon boulot parce que normalement on aurait dû la suivre en direct, etc. Je suis désolé. À demain donc pour de nouvelles aventures. Je vous rappelle que vous pouvez suivre notre actualité, nos analyses, les sondages, etc. En nous suivant sur les réseaux sociaux. Vous avez Facebook, donc en haut à droite du cadre de diffusion de l'émission, ou tous les autres réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn, etc. Au-dessus du logo Vidéo Bourse, en haut à gauche du site. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, et également à réagir sur le forum. Là, mes prochains projets pour le site, c'est compléter encore le comparatif des brokers. Je vais également bosser de nouveau sur la partie formation du site avec de nouvelles vidéos, des mises à jour, etc. Je bosserai beaucoup sur la partie trading automatique avec des nouveaux robots qui seront testés, des évolutions, des choses comme ça. Voilà, donc les projets, ça c'est pour les prochaines semaines. T'as pas mis le lien pour le robot, dit Anakin. Si, je te l'ai mis, le lien pour le robot. Tu cliques, hein, c'est le dernier lien que j'ai mis. Voilà. Bonne journée à tous, bon trade, à bientôt sur leours.fr. Ce soir, vous retrouverez une analyse sur l'euro-dollar à moyen, long et court terme, en différé, comme chaque jour sur Vidéo Bourse.